Depuis 124 ans, un théâtre niché au cœur de la forêt vosgienne résiste aux assauts du temps, à la rudesse du climat et aux milliers de spectateurs qui, été après été, viennent user ces désormais célèbres bancs de bois. On peut dire que c'est le patriarche des théâtres populaires français. Bienvenue au théâtre du peuple de Bussan. Dans ce nouveau numéro, nous nous installerons à Bussan, dans les Hautes-Vosges, pour tenter de percer les mystères de ce théâtre à la longévité hors norme. Avec la rubrique Réveille ton art, je m'essaierai à l'un des premiers instruments de musique électronique, les ondes Martenot. Dans l'enquête au Far Est, nous remonterons les siècles à la recherche des origines de la tradition du marché de Noël. Enfin, on vous embarquera pour un voyage folk avec le duo spinalien de KPG. Mais avant tout cela, la rubrique L'envers du décor nous emmène du côté de Reims, où un poète-dessinateur, François Schmitt, nous a ouvert les portes de son atelier. Je m'appelle François Schmitt, je suis dessinateur à Reims. Mon atelier est minuscule, mais j'aime bien ça. Et devant moi, il y a une fenêtre, et à la fenêtre, je peux regarder vraiment le paysage de mon jardin au fur et à mesure des saisons. Ça, c'est un vrai bonheur. Je m'aère un peu, c'est une façon de sortir un petit peu de la concentration du dessin. Et puis c'est un vrai plaisir de regarder le mouvement des nuages, du soleil ou de la pluie. Je ne suis pas un Mozart du dessin, d'ailleurs je ne suis pas un Mozart en quoi que ce soit. Je n'ai pas de souvenir de moi à 5-6 ans comme certains gamins le font, de dessiner beaucoup et d'être passionné par ça. Non, ça a commencé tranquillement vers 10, 11, 12 ans. Et à ce moment-là, réellement c'est devenu... mon mode de vie, c'est plus qu'une activité, c'est ma respiration. C'est vraiment ma raison d'exister. Un dessin, c'est une succession d'erreurs rattrapées. Enfin, c'est comme ça que je le sens. C'est-à-dire que sans arrêt, on fait un trait, et puis ce trait il concorde plus ou moins bien avec ce qu'on avait envie de faire. Et donc, on en fait un autre qui le redresse ou un autre qui le retourne. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est ça, un dessin. Un dessin, c'est vraiment une succession sans cesse d'erreurs et une sorte d'équilibre qui se passe entre ce qu'on veut, ce qu'on a dans sa tête et ce qu'on arrive à mettre sur le papier. Je crois que c'est vraiment toujours un peu ça. Je dessine au moins 4 ou 5 heures par jour, ça dépend des jours évidemment. Le dessin, c'est pas uniquement ce qu'on dessine sur le papier, c'est tout le moment qui existe avant de dessiner. C'est-à-dire quand on me demande de faire un dessin, ou quand j'ai décidé de faire un dessin, il existe dans ma tête pendant très longtemps. Et comme je dessine avec beaucoup de détails, beaucoup de précision et beaucoup de minutie, je suis obligé de porter ce dessin dans ma tête pendant longtemps. Donc il y a le temps où je dessine vraiment sur ma table à dessin, mais s'ajoute à ce temps le temps où je réfléchis au dessin. Et tout ça fait que un dessin peut parfois prendre vraiment beaucoup de temps. L'enfance fait partie de mon dessin, l'humour fait partie de mon dessin. C'est un univers qui me plaît, c'est un monde qui me plaît, ce type de dessin qui est un peu onirique, un peu illustratif, qui raconte des anecdotes, qui évoque du passé enfantin. Je crois vraiment que la vie et la grande histoire se cachent dans les détails. On dit aussi que le diable se cache dans les détails. Bien sûr, il est nécessaire de voir l'ensemble des choses, mais quand on descend au niveau du détail, on découvre des tas d'univers. Ça, c'est vraiment important. Je souhaite vraiment faire une dédicace différente pour chaque personne. C'est vraiment ce que j'aime le plus à faire au monde. Puis c'est aussi respecter les personnes qui m'ont acheté le livre. C'est tout ça qui est l'enjeu derrière. J'aime bien faire ça parce que j'imagine que quelqu'un sera content à un moment donné d'avoir un dessin original dans son livre. Mon sentiment par rapport au dessin et par rapport à l'art, c'est que c'est du partage. Je n'ai jamais pu m'empêcher d'offrir des dessins à ma maman quand j'étais gamin. Je crois que tous les enfants sont comme ça. Aujourd'hui encore, quand je fais un dessin, j'ai vraiment le sentiment
de l'offrir à quelqu'un. Je crois que l'art n'existe qu'avec le partage. Il y a vraiment cette relation d'offre, de cadeau, de générosité dans l'art. Je n'imagine pas que l'art soit étriqué au point de ne pas être offert. La spécificité du théâtre du peuple, c'est cette grande porte qui s'ouvre en fond de scène sur la forêt vosgienne. C'est la magie de Busan, c'est sa marque de fabrique, c'est ce qui attire des spectateurs. Et nous allons demander à l'actuel directeur, Simon Delétang, si cela influe également sur son travail artistique. Mais auparavant, nous allons fermer cette porte parce que c'est vrai qu'à l'intérieur, ça commence à cailler un petit peu. Bien, merci Simon, j'y serais jamais arrivé tout seul. Je t'en prie. On est ici au sein de ton théâtre et lorsqu'on dit que tu es là, l'expression n'est pas galvaudée puisque tu n'es pas originaire des Vosges, mais tu t'es installé dans la région, ça te semblait important. Oui, c'est même demandé maintenant dans la charte, effectivement, que le directeur vive sur le territoire. Et en fait, c'est vital, c'est-à-dire que c'est la meilleure manière de rencontrer les gens en étant là, de vivre ici, de connaître le territoire. Le Théâtre du Peuple, il a été fondé par un homme seul, un poète, Maurice Potcher, qui était né à Busan, qui a tenté une carrière parisienne, mais qui a très vite été heurté à un non-succès, on va dire. Et il avait la chance d'avoir un père industriel qui avait de l'argent et qui lui a proposé de financer son entreprise, qui était un peu une sorte d'utopie, de construire un théâtre dans ce village des Vosges où seraient célébrés les poètes, l'écriture et surtout la sienne, puisque c'est lui qui écrivait toutes les pièces chaque été. Et les représentations étaient organisées pour les ouvriers de l'usine de son père. Donc la première représentation a lieu ici même, mais il n'y a pas de théâtre, c'est juste un chant devant. Et de fil en aiguille, ce théâtre devient annuel et donc le projet se perpétue. Et se perpétue longtemps puisque Maurice Potcher meurt assez vieux, il meurt à 92 ans et le théâtre est repris, un flambeau qui est repris par d'autres artistes, puis une association qui perpétue cette mémoire et de fil en aiguille, le théâtre est devenu professionnel. Et par un souci d'ouverture à un grand public, mais en respectant ce grand public, je crois que ton travail il fait écho ici à la devise du lieu. Oui, qui est par l'art pour l'humanité. Ça, c'était très important pour moi d'être à la hauteur de cette devise. Je choisis des textes qui parlent du monde, qui parlent de sujets forts, et je fais en sorte que la forme ne soit pas excluante, que ce soit toujours quelque chose qui s'adresse en fait au public, qui fait qu'on a vraiment l'impression qu'on nous parle de quelque chose et pas que quelque chose se déroule qui ne nous concerne pas. Ça, c'est très important. Avec ton arrivée, tu montes sur les épaules d'un géant, tu prends la suite de toute une histoire. Quels sont les rituels qui pourraient donner envie à un spectateur qui n'est jamais venu à Busan de venir goûter au théâtre ici? Déjà, c'est une aventure de vivre une journée ici quand on ne connaît pas ce théâtre, parce que déjà, on découvre qu'il y a dans ce village un théâtre de 850 places, qui est tout en bois, donc de l'extérieur déjà, qui est très impressionnant. Dès qu'on pénètre dans cette salle, là, tu vois tous ces bancs, il faut imaginer quand ils sont pleins à craquer aussi ce que ça peut produire. Et ensuite, il y a vraiment l'expérience du plateau, où là, on peut offrir aux gens une expérience forte qui est d'avoir 16-18 comédiens sur scène et cette expérience de la forêt qui s'ouvre au service des œuvres. C'est-à-dire qu'évidemment, l'idée, c'est pas de faire juste on ouvre parce qu'il faut ouvrir, mais d'apporter en fait un supplément d'âme au spectacle. C'est la valeur ajoutée du Théâtre du Peuple, l'AOC, presque on pourrait dire. C'est un monument historique, donc les gens perpétuent aussi une tradition en venant. C'est un peu un outil qui appartient aussi aux gens de la vallée. Il appartient un petit peu aussi à la nature, on l'a dit tout à l'heure. Oui. Alors moi, je n'ai pas eu la chance de rencontrer Mère Nature. J'ai rencontré une dame tout aussi originale qui s'appelle Monique Pierrot et qui pratique les ondes Martenot. Elle a essayé de m'apprendre à jouer de cet instrument, c'était pas évident. Ça se passe du côté de Gerbévillers et la rubrique s'appelle « Réveille ton art ». À vous qui pensez que les ondes ne servent qu'à réchauffer les restes du plat du dimanche que vous donne Mamie Jacotte, détrempez-vous. Je vais vous montrer qu'avec des ondes, on peut faire de la musique électronique. Encore faut-il être capable de suivre Tati Monique. C'est à partir de 1918 que Maurice Martenot imagine et fabrique l'un des plus anciens instruments de musique électronique, les ondes musicales Martenot. Symbole d'inouï et de modernité, cet instrument rencontre un succès immédiat lors de sa première apparition au public en 1928. Et c'est dans votre émission La Bougeotte que notre inimitable et indomptable présentateur Nicolas Turon va s'immiscer dans le village de Gerbévillers en Lorraine pour le tester. Non pas avec Maurice,
mais avec Monique, spécialiste des ondes Martenot. Et oh, faut pas confondre, hein, c'est pas micro-ondes, c'est des ondes. C'est un instrument branché. Ah, un instrument branché, c'est-à-dire pas si vieux que ça? Exactement. Et comment fonctionne cet ensemble? C'est un instrument de musique qui ressemble à rien que j'ai déjà vu. Donc c'est un instrument électronique que Martenot était effectivement dans les transmissions pendant la Première Guerre. Il a trouvé que les fréquences faisaient un joli son. Il a décidé d'en faire un instrument de musique. Moi j'ai découvert cet instrument en fait, au conservatoire à Strasbourg et on tombe forcément amoureux de cet instrument qui a des possibilités inouïes, une grande sensibilité. C'est un petit peu ce qui fait sa différence par rapport aux instruments comme le synthétiseur. On a vraiment une grande possibilité de son et de nuances, et donc on peut traduire beaucoup d'émotions. La main gauche, je vois qu'elle est très active, qu'on a besoin de beaucoup de dextérité. À quoi elle sert? Elle donne le son en fait. Donc c'est la touche qui fait toutes les attaques, qui fait toutes les nuances. Donc crescendo, décrescendo, toutes les nuances. Je me demande si Monique fait vraiment partie de ce monde. C'est toujours passionnant d'écouter quelqu'un de passionné. On sent que tu es vraiment en amour avec ton instrument. Moi-même, j'avoue que j'ai un petit crush. Je suis impatient d'essayer. Tu vas m'apprendre ici? Non, je vais t'emmener dans un endroit où il va falloir que tu sois sérieux. Je pensais pas que tu avais ça chez toi, Monique. Bah si, tu vois, c'est ma seconde maison. C'est vrai? T'es vraiment très pieuse ou... Non. Et alors, si on part sur un morceau simple? Là, il y a beaucoup trop de notes. Ouais. Pas mal. Maintenant, il faut les percuter. Ici, hein? Oui, sur la touche. C'est là que ça, c'est aussi spécifique aux ondes, les percuter. Tu peux me remontrer les percutés? Ouais, là, je vois vraiment la différence entre main droite qui appuie et qui lit, oui, qui rassure, et main gauche qui met des tartes. Voilà. C'est une affaire d'éducation, en fait, les voilà, ondes exactement. Jean-Michel Jarre peut s'en aller en paix. La relève est arrivée. Alors là, Monique, il y a une bague. Je vois que ça te tente. Alors, voilà, je t'amène la bague. Oui. Tu vas prendre ton index. Oui. Pas l'annulaire, hein, l'index. Donc, je mets ce ruban et toujours la touche. Ah, toujours la touche? Toujours la touche. Oh, incroyable. On a des arrondis comme ça à faire avec ici toujours la main droite. Et en fait, des fois, on doit couper un peu le son pour changer de note, pour avoir des sons un peu précis quand on fait une mélodie juste, quoi, en fait. Quand on fait des effets, tu peux faire agiter ta main comme ça, voilà, faire un peu des ronds comme ça. Mon Dieu, Monique, je crois que les envahisseurs sont là. Ondus, Martenus, Monicus. À moi la gloire, à moi la reconnaissance. Je me sens comme possédé. Entre en moi, Maurice Martenot. Nicolas. Ah, Monique. Ah, l'espace d'un instant, j'ai été possédé par les Martenot. J'ai perdu le J. Bon, vous l'avez compris, je suis et je resterai un musicien amateur admiratif de Monique. Au Théâtre du Peuple aussi, les comédiens amateurs côtoient les professionnels, mais avec bien plus de talent. Nous allons rencontrer l'un d'eux qui s'appelle Baptiste et qui a la chance d'avoir déjà joué dans 2 productions estivales du Théâtre du Peuple. Une chance qui n'est pas donnée à tous les comédiens amateurs, nous allons le découvrir. Bonjour Baptiste. Bonjour. Alors qu'est-ce qui fait que vous avez eu la chance de jouer 2 étés de suite dans une des productions du Théâtre du Peuple? Eh ben, j'ai été pris aux auditions et puis donc j'ai participé d'abord à une première aventure avec Simon Delettan et puis par la suite je suis tombé amoureux de ce lieu et puis j'ai décidé de retenter l'aventure et puis j'ai participé encore cette année à la pièce de l'après-midi. Tu parles d'amour, de rencontres. Est-ce que chaque été il y a une vraie bande, une vraie famille qui se construit? C'est exactement ça, avec les équipes techniques, les bénévoles, les comédiens. On vit tous ici pendant 2 mois pratiquement avec
avec les répétitions, le spectacle. On crée des liens assez forts à travers ce projet théâtral et c'est comme une grande famille au final. On pourrait faire une différence entre amateur et professionnel. Quand tu en parles comme ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Non, pas du tout. Par rapport aux metteurs en scène, il y a la même exigence artistique pour les professionnels et les amateurs. Et puis les professionnels sont bienveillants avec nous, ils nous donnent des conseils aussi, ils nous accompagnent vachement dans la pièce. Et bienveillance, c'est le mot qu'il faut retenir, je pense. Tu es comédien, tu es au fin fond des Vosges, en coulisses. Ça va être ta première entrée en scène. Qu'est-ce que tu ressens ? Eh ben, de la peur, bien évidemment, parce que c'est quand même une grosse salle, et puis aussi un peu d'excitation, parce que c'est un projet qu'on prépare pendant un mois, on a hâte de pouvoir le présenter au public, et ouais, ce mélange entre trac et excitation. Et au moment du salut, qu'est-ce que tu ressens ? Ben, c'est incroyable. Quand il y a toute cette salle qui applaudit, certains qui se mettent debout en plus, c'est assez fort comme sentiment. Ouais, un public debout, tous les professionnels ne peuvent pas en dire autant. Le fait d'être proche du public, le fait de mélanger les amateurs et les professionnels, c'est une tradition qui dure depuis longtemps. Est-ce que lorsqu'on arrive en tant que comédien amateur au Théâtre du Peuple, on est l'héritier de cette tradition? Qu'est-ce qu'on vous en dit? Oui, on apprend à connaître un peu au fur et à mesure de notre aventure ici, à apprendre un peu plus sur le lieu, sur son histoire. Et oui, c'est assez incroyable d'avoir un théâtre comme ça où il est encore possible de perpétuer cette tradition des comédiens amateurs. Il y a des histoires qui se refilent de bouche à oreille de comédiens amateurs, non? Des petites anecdotes que l'on découvre lorsqu'on est nouveau dans la troupe? Je sais qu'il y a une anecdote, c'est un jour, pendant un spectacle, je ne sais plus exactement lequel, mais il y avait un chameau dans la distribution, et le chameau se serait échappé dans les rues de Busan, et ce serait assez incroyable de voir un chameau dans les rues de Busan. C'est vrai qu'un chameau dans les rues de Busan, c'est étonnant. Ça fait 124 ans que le Théâtre du Peuple nous étonne chaque été. 124 ans, ça peut paraître beaucoup, mais ça n'est quasiment rien en regard des 449 années d'existence du marché de Noël de Strasbourg. D'où vient ce marché de Noël? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre avec notre rubrique « L'enquête au Far Est ». Oh oui, je sais, je me suis peut-être un petit peu lâché, mais j'y peux rien. J'adore Noël. Et en me baladant au mois de décembre dans le Grand Est, je suis tombé sur plein de petits marchés de Noël. Oh, je sais, ça commence à se voir un petit peu. Et là, soudain, ça fait tilt dans ma tête. Mais d'où vient cette tradition? J'irais bien chercher du côté de nos amis alsaciens, mais quelque chose me dit que tout n'est pas si simple. Et c'est pourquoi nous allons nous lancer tambour battant dans une nouvelle enquête au Far Est. Christkind Nonsense Man. Christkind. Ah, ça y est, je l'ai. Ça veut dire le marché de l'enfant Jésus. C'est aussi le vrai nom du marché de Noël de Strasbourg. Les premières traces d'un marché de Noël apparaissent en Europe centrale et plus particulièrement en Allemagne aux alentours du XIVe siècle. À Dresde, Nuremberg ou encore en Bavière. Au XVIe siècle, Strasbourg et l'Alsace basculent dans le protestantisme. La ville devient un centre important de la Réforme. Ce courant du christianisme s'oppose au culte des saints et à leur représentation. Le saint patron des enfants, Saint Nicolas, qui était célébré en Alsace le 6 décembre, est alors jugé trop païen. Le marché de Noël qui se tient en son honneur est donc tout simplement supprimé. Les commerçants strasbourgeois sont alors furieux. Ils le font savoir et ils réussissent à conserver un marché. Il sera décalé à 3 jours avant Noël et sera dédié à l'enfant Christ et non plus à Saint-Nicolas. C'est le Christkindlesmarkt. Selon cette nouvelle tradition, les enfants doivent attendre la venue de l'enfant Jésus le soir de Noël. Une fois endormis, ce dernier leur distribue des cadeaux pour fêter son arrivée sur Terre. Eh bien non, les enfants! Ça n'est pas encore l'heure de gloire de ce bon vieux Père Noël et de ses lutins. Il va falloir attendre encore un tout petit peu avant de me voir surgir dans votre cheminée. Avec ce changement de nom, on change aussi de figure représentative de Noël en Alsace. Le saint patron est remplacé par Christkindl, représenté sous la forme d'une jeune fille vêtue d'une robe blanche et coiffée d'une couronne de bougies. Une sorte de bonne fée. À ses côtés, on retrouve l'âne qui transporte sur son dos les cadeaux et les friandises à distribuer aux enfants.
La naissance officielle du marché de Noël de Strasbourg remonte donc à 1570. D'abord installé sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, ce nouveau marché s'étend progressivement à d'autres rues strasbourgeoises. Et déjà à cette époque, les familles y achètent de quoi préparer Noël, quelques jouets de bois et le fameux sapin. Au cours du 19e siècle, la durée du s'allonge. Durant à l'origine 6 ou 7 jours, il peut à la fin du siècle couvrir tout le mois de décembre. Oh, s'il est aujourd'hui mondialement réputé, le marché de Strasbourg a connu dans le passé de multiples turpitudes. Dans les années 70 et 80, c'est l'arrivée en France des centres commerciaux et des hypermarchés. Les gens préfèrent acheter leurs courses de Noël dans ces temples de la consommation. On délaisse donc les traditionnels chalets des marchés de Noël. Il y a aussi plus de concurrence car d'autres marchés sont apparus ailleurs en Alsace, comme à Kaisersberg ou encore à Münster et Colmar. Pour inverser la tendance, Strasbourg allonge la durée de son marché et s'autoproclame capitale de Noël en 1992. Elle relance ainsi son attractivité. Dans les années 90, c'est le renouveau du marché de Noël. Désormais, on y trouve des articles traditionnels et aussi modernes. Il s'étend partout en France et en Europe. Si vous avez bien suivi, le marché de Noël de Strasbourg perdure depuis plus de 4 siècles. Chaque année, ce sont près de 2 millions de visiteurs qui parcourent ces allées. Côté popularité, les biscuits de Noël, les maneleux, les pains d'épices n'ont plus de soucis à se faire. Sauf avec moi, peut-être. Coucou, je suis le petit bonhomme de Noël. Pour terminer cette émission, nous allons sortir le théâtre de son hibernation pour l'emmener dans un monde où le feu a fusionné avec l'eau, où le rythme a jailli de la terre, car voici venir les deux âmes sœurs vosgiennes de KPJ. Eh Oh Eh Oh Oh Mais arrête, Donatio, c'est un fait, c'est beaucoup trop. Tu m'excèdes, Donatio, c'est un fait, tu en fais trop. Tu me presses, Donatio, tu m'excèdes. Tu m'excèdes, oh, tu m'excèdes. Tu m'excèdes, oh, tu m'excèdes. Tu m'excèdes, Donatio, tu m'excèdes. Tu m'excèdes, oh, tu m'excèdes. Facile à voir, facile à croire, laisse passer
choix. Ton heure viendra si tu